Est-ce que, ce point-là qu'on sentait, fragile, fébrile, c'est pas ce qui est en train de s'effondrer et que ça entraîne le reste avec? Alors Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce début de semaine, cette après-semaine 15 de compétition, puisque la 15e semaine s'est déroulée. Il n'en reste donc plus que 3, si je compte bien, la 16, la 17, la 18. Et oui, toujours aussi fort en maths, ça n'a pas changé. Il s'est encore passé plein de choses, des surprises, des victoires que l'on n'attendait pas forcément, des victoires qui ont emmené certaines équipes vers les sommets de leur conférence, voire même vers le titre de leur division. On salue vous tous qui nous écoutez, que vous soyez fan d'une franchise qui n'a que 2 ou 3 victoires ou que vous soyez fan d'une autre qui est déjà championne en titre. Vous pouvez nous rejoindre bien évidemment sur TFA, écouter ce podcast, le commenter et télécharger l'application. Pour être avec moi et pour débriefer cette semaine de compétition, celui donc qui a validé son titre de division depuis hier. Il est champion NFC West en titre, enfin pas lui, hein, mais évidemment sa franchise. C'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Bah, écoute, ça va comme un fan dont la franchise préférée, a assuré son titre. On est bien, on est pas mal. C'était un bon dimanche. On est avec celui qui ne sera pas champion cette année, mais qui aura peut-être le titre du meilleur plat de pâtes cuisiné par son quarterback. C'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut à tous les agents libres qui ont signé d'excellents contrats grâce à nous, qui vont être free agent aussi en fin de saison, tel Tommy DeVito, puisqu'il va aller à d'autres occupations lui aussi. L'insanity est finie, donc voilà. Et on salue Vince qui est avec nous, notre cheval fou des Broncos. Salut Vince, comment ça va? Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, bah écoute, ça va, ça va. J'ai passé un bon dimanche, un samedi beaucoup moins bon, bizarrement, mais voilà, le dimanche était sympa. Oui, c'était un peu, t'étais un peu à l'étroit, si j'ose dire. Ce samedi. Ça commence très très fort. Oh. Alors moi j'en profite juste pour placer un petit truc, hein. Ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Oui. Ça serait bien de nous faire un retour sur les blagues de Flav d'ailleurs sur ces blagues-là. N'hésitez pas parce que en plus des podcasts maintenant j'en distille quelques-unes également dans les articles écrits, histoire de faire profiter ceux qui nous écoutent à l'oral ou ceux qui nous lisent à l'écrit. Donc n'en ratez pas une et je publierai un recueil sous forme d'almanach au début de l'année 2024. Voilà, une blague par jour. Ce sera toujours ça de prix. Bon, les amis, plus sérieusement, on commence par le choc, ce qui s'annonçait en tout cas comme le choc de la soirée entre les Bills de Buffalo et les Cowboys de Dallas, un choc qui a tourné plutôt court, si j'ose dire, puisque les Bills ont assez rapidement pris la mesure de Dallas, une victoire 31-10 pour les coéquipiers de Josh Allen. Une performance parfaitement maîtrisée. Vince, est-ce que les Bills sont de retour aux affaires? Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que hier le match a été maîtrisé de bout en bout. Au-delà de ce match-là en particulier, enfin de leur saison plutôt, ce match-là en particulier, ça a été une mise en forme réelle de ce qu'ils ont voulu faire durant toute la saison et avec vraiment une pression constante sur le QB adverse et une hégémonie en attaque qui a permis de mettre en place les jeux et le cahier de jeu complet. Donc effectivement, là-dessus, malgré un Josh Allen qui n'a pas été très passeur, qui s'est beaucoup appuyé sur la course, on a vu quand même une force de frappe très importante et très intéressante chez les Bills. C'est quelque chose que moi, personnellement, je ne pensais pas aussi fort, le jeu de course chez les Bills. Hier, quand je regarde les stats de manière générale,
les Bills, c'est quand même 266 yards à la course. C'est énorme, surtout contre une défense des Cowboys qui est réputée comme étant forte sur le jeu au sol. Donc, pour moi, c'est quand même très surprenant la manière dont ça s'est passé. Après, est-ce que ce sont vraiment les Bills ou est-ce que ce sont les Cowboys qui sont aussi passés un peu au travers? Je pense qu'il y a un peu des deux, parce que je suis quand même très étonné de voir la manière dont ça se passe. Les Cowboys avaient appris juste avant qu'ils étaient qualifiés pour les playoffs. Est-ce que ça leur a pas mis un coup un peu de moins bien, un coup de allez, c'est bon, ça va passer. Voilà, je suis pas sûr, je sais pas trop. On a eu effectivement un jeu de course extrêmement performant avec des drives qui ont permis d'ailleurs aux Bills de contrôler parfaitement le chronomètre. Je repense à celui du troisième quart-temps, si ma mémoire est bonne, où sur 10 jeux, il y en a 9 qui sont faits à la course. C'est vraiment tout avancé dans le jeu au sol, avec notamment Seb, un James Cook qui a été absolument intenable hier, avec plus de 200 yards pour lui. Ouais, c'est absolument extraordinaire la performance de James Cook sur ce match. Les 100 yards, il les avait fait à la première mi-temps. C'est juste incroyable. Face à une équipe, face à Dallas, qui n'avait jamais concédé 100 yards à un running back adverse jusqu'ici. Il finit avec 179 yards en 25 portées. Ça fait quand même un 7,16 de moyenne par portée. C'est considérable. Il rajoute 42 yards et un touchdown. Il y a un touchdown au sol, bien sûr. Il rajoute 42 yards et un touchdown à la réception. Est-ce que ce qu'on a vu, ça va être l'avenir du jeu offensif des Bills? Parce que là, honnêtement, ça a marché. Je veux dire, faut déjà avoir le courage de s'appuyer sur un jeu au sol face à la défense de Dallas et de laisser Josh Allen faire le minimum syndical. En fait, 7 sur 15, 94 yards, un touchdown. Il n'a pas eu besoin de faire plus. Il n'a pas l'air de s'en plaindre. Une chose intéressante aussi, c'est que, j'allais dire pour une fois, c'est peut-être un peu exagéré, mais Josh Allen n'est pas le meilleur running back de ce match. Et de loin, parce que je crois même pas qu'il ait une course. Et ça, quelque part, c'est un soulagement de se dire que tu peux garder ton quarterback dans la poche et éviter qu'il aille se faire casser en deux par les défenseurs adverses. Donc, peut-être que c'est l'avenir pour Buffalo. Tant mieux. Du Smash Mouth Football, moi, à titre personnel, j'adore ça. Alors, on peut-être être déçu dans le sens où ce match, qui était effectivement l'un des chocs de la journée, a un petit peu tourné au blowout. D'un autre côté, quel réveil de la part de Buffalo et de quelle manière? À aucun moment on ne les a sentis fébriles. Ils étaient absolument en maîtrise. Il faut aussi signaler la perf de leur défense qui a su pressurer Prescott au bon moment. Ils réalisent 3 sacs et les 3, c'est tous sur des third down et surtout qui le limite à 43 yards par les airs en première mi-temps pour 134 au total. Non, match plein, quasi plein, puisqu'il y a effectivement le jeu aérien qui n'est pas là parce que Buffalo a pu s'en passer, mais match costaud en tout cas de la part de Buffalo. Ça va être très intéressant de voir ce jeu de course contre Miami qui a la 7e défense au sol. Ça a été J'en profite juste pour reprendre un petit peu, Seb, excuse-moi, mais Josh Allen fait 8 courses dans le match pour 24 yards seulement. Pour 24 yards, donc c'est plus des courses où il est sous pression, où il décide pas de courir, quoi. Voilà. En effet, et il marque une fois. Autant pour moi, j'ai lu ma feuille de stats. Oui, vas-y, Yaya. Moi, il y a deux choses que je voudrais rajouter. C'est que James Cook, à lui tout seul, a plus de yards que l'attaque des Cowboys. Ouais, voilà. Bon, après, ça a été évoqué, mais les Bills partent de vraiment trop loin et ça risque d'être préjudiciable. Et bizarrement, leur attaque recommence à fonctionner quand il y a eu le changement de coordinateur offensif. C'est ça. Il y a eu aussi ce changement-là. Et quelque part, cette victoire d'hier, elle est aussi rassurante d'un point de vue que Seb a évoqué. C'est le côté, on peut gagner sans avoir un Josh Allen partout, si j'ose dire. On n'a pas besoin qu'il balance 250 yards ou 300 yards à la passe. On n'a pas besoin qu'il court 100 yards non plus. C'est vraiment, on peut se reposer sur autre chose que sur Josh Allen, qui reste un excellent quarterback. Mais au moins, ils ont trouvé une autre manière de gagner. C'est peut-être ça le plus intéressant contre une équipe en plus, ô combien performante, à savoir les Cowboys. Alors, oui, Yaya, vas-y.
Je sais pas si on le découvre que maintenant ou si ça avait été occulté par le coaching et qu'il voulait un petit peu comme le gars qui veut absolument montrer qui c'est et qui qui force. Moi, j'avais l'impression que l'identité, depuis 2 saisons, ce qui manquait justement, c'était du jeu au sol. Il était là, mais est-ce qu'il n'a pas été sous-exploité par le coordinateur d'avant? Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on redécouvre qui est l'identité. Et j'aime pas dire ça parce que normalement, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais le coaching, pour le coup, a une vraie importance dans le renouveau entre guillemets de Buffalo. Mais après, je vais quand même mettre un bémol à tout ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils partent un peu trop loin, un peu trop tard, et que l'énergie qu'ils mettent à revenir, à faire un comeback, j'ai peur qu'ils le payent plus tard. Alors, moi, je me permets de rebondir sur ce que disent Yaya et Seb. Effectivement, voir une attaque unilatérale comme ça sur du jeu de course, c'est vraiment, Seb l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du football old school dont on avait l'habitude de voir dans les années 90. C'était vraiment du football de la côte Est des années 90. C'est vraiment l'impression que j'en ai. Maintenant, dans le football moderne, est-ce que justement cela n'est pas rendu possible par la force qu'a Josh Allen à aller normalement à la course? Je m'explique, mais quand on est coordinateur défensif et qu'on doit affronter une équipe comme les Buffalo Bills actuellement, on a la menace du running back, on a la menace des tight ends, on a la menace des receveurs, mais on a aussi la menace Josh Allen. Ce n'est pas le cas dans toutes les équipes. Je vais prendre le cas des Broncos, par exemple. On sait très bien que Russell Wilson n'ira pas courir 100 yards par match. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son jeu. Il y a des QB qui ne courent pas. Les Brady, les Peyton Manning, les Eli Manning ne couraient pas. Ne couraient quasiment pas, même. On a vu Brady courir, ça valait quand même un escargot en rut, hein, c'était quand même pas mal. C'est bien ce que je dis. Mais pour tout ça, ça n'enlève pas du tout à leur talent de QB. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais d'avoir ces QB qui savent à la fois passer, courir et transmettre au bon moment, ça permet d'ouvrir un cahier de jeu offensif beaucoup plus fort et de ne pouvoir se reposer beaucoup plus sur la course. Pourquoi? Parce que quand il fait ses courses, en fait, la défense, elle n'est pas focalisée sur le running, elle est focalisée sur le running et sur le QB. Et cette demi-seconde, ça peut faire ça peut faire l'écart. J'ai mangé complètement son nom, pourtant il était MVP et tout. Le QB des Panthers, quand les Panthers marchaient et qu'ils ont Cam Newton. Cam Newton, ça a été un des premiers pour moi de ces genres de QB à pouvoir vraiment tout faire. Michael Vick, Randall Cunningham. Mais alors ok, mais pour moi à une moindre mesure. Ah oui, mais complètement. Effectivement, dans ce cas-là, on peut même remonter à Robert Griffin III aussi. Enfin, remonter. Non, Robert Griffin III était très là-dessus, mais il était trop là-dessus. Il faisait que courir quasiment. Et ça lui a créé plein de blessures. Pour moi, Josh Allen, c'est peut-être le meilleur depuis j'ai encore mangé son nom, j'y arriverai pas. Cam Newton. Depuis Cam Newton, je suis vraiment désolé. C'est peut-être le meilleur depuis Cam Newton à prendre ce rôle-là. Et justement, en termes de playbook défensif, c'est une plaie. C'est très compliqué. Oui, donc, quand il a vu que la défense, elle ciblait très très bien ses receveurs, ok, cible les receveurs. À la limite, tu peux cibler 2 poisons, mais tu peux pas en cibler 3. Ils ont ciblé Josh Allen, ils ont ciblé les receveurs. C'est les running qui se sont régalés. Ah mais complètement. Et moi je pense que justement un des soucis du début de saison, c'est qu'ils savaient pas choisir le poison sur lequel activer. Et j'avais parlé en début de saison en pré-saison, que Sean McDermott était sur la sellette, et je pense que ça risque d'être au débit de son bilan. Je reste persuadé qu'il y a quelque chose qu'il y a eu en début de saison, notamment sur certaines défaites, ceci, et je suis d'accord avec toi, mon cher Vincent.
Alors tu disais, Yaya, que tu pensais que les Bills étaient partis trop tard, si j'ose dire, qu'ils avaient trop de retard. On a une Oui. question sur les réseaux sociaux qui nous dit les Bills finissent toujours ou souvent très très bien leur saison régulière. Est-ce que ce sera suffisant cette fois-ci pour aller en playoff? Le dernier match contre les Dolphins risque d'être passionnant. On rappelle le classement des Bills. Ils sont actuellement avec un bilan de 8 victoires, 6 défaites. Égalité pour la wildcard avec les Texans et les Jaguars, bon, qui sont eux pour l'instant en tête. Et on a un calendrier surtout pour les Bills qui leur offre les Chargers, les Patriots et donc les Dolphins en dernier. Alors, la première question, c'est est-ce qu'ils peuvent aller en playoff? Mais j'irais peut-être même plus loin. Est-ce qu'ils pourraient pas encore être champions de division? Champion de division, non. Ils ont trop de retard. Bah, ils ont qu'un match, hein. Enfin, ils en ont deux. Ils en ont deux, mais avec le match contre Miami, s'ils gagnent celui contre Miami, en fait, il n'y a qu'une victoire à récupérer sur les deux autres matchs sur Miami, qui a un calendrier très compliqué, lui. Oui, mais Miami. Alors, Miami, il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils sont à la course au first seed et qu'ils laisseront aucun match. Oui, non, mais d'accord, Donc, mais il faut quand même les prendre, les matchs que Miami vont jouer. La semaine prochaine, c'est les Cowboys, et après, c'est les Ravens à Baltimore. Si ce serait pas étonnant qu'ils en laissent un sur les deux quand même, hein. Non? Oui. Moi, je... Après, ok, d'accord, ils en laissent un sur les deux, donc ils vont avoir encore un match d'avance sur les Bills. Oui. Et, Et après, il y a le dernier match. Oui, mais sauf que dans la division, ils sont à 4-1 et les Bills, ils sont à 2-2. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. Ouais, quoi que tu me diras, s'ils finiraient à 4-2 ouais. chacun. Ouais, bon. Ouais, ils finissent à 4-2 Ça va être chacun. compliqué quand même, Parce franchement. que du coup, si les Bills gagnent le dernier match, ils mettent les Dolphins à 4-2. Et si on considère qu'ils ont battu les Patriots, ils sont à 4-2 aussi. Donc il y a Ouais. égalité, sauf que il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au match de division, puisque les Bills auront gagné leurs deux matchs contre les Dolphins. Et ils auront donc le tiebreaker automatiquement. Moi, C'est pas improbable, mais ça, Moi, il faut je que les dis étoiles que c'est encore une grosse cote, mais les Bills champions de division, à cette heure-là, ça semble pas complètement fou, hein. c'est pas complètement fou, mais C'est compliqué. Ah voilà. oui, c'est compliqué. Oui. Compliqué ne veut pas dire impossible. Pour moi, c'est... Au regard des calendriers restants, moi je dis qu'il y a une possibilité. Alors comme tu dirais, il y a une chatière, une meurtrière. Allez, bon, Alors, juste une chose, si tu veux parler de possibilités, il y a tellement de possibilités qui s'offrent dans la vie, excuse-moi, mais même qu'une Miss France soit d'à côté de chez toi, donc tu vois, c'est la Oui, preuve. comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive. Seb, toi, le titre pour les Bills, t'y crois pas? Ça me semble difficile. La semaine dernière sur ESPN, il y avait après la victoire de Buffalo sur Kansas City, parmi les overreactions, il y avait Buffalo est l'équipe la plus dangereuse de l'AFC. Et le journaliste dont j'ai pas... Pat McAfee non, du tout, c'était pas McAfee, c'était de l'écrit, dont j'ai pas retenu le nom, avait dit it's an overreaction. Voilà, pour lui c'était démesuré et il disait les équipes dangereuses en AFC actuellement, c'est pas Buffalo, c'est Baltimore, c'est Miami, mais c'est pas Buffalo. Est-ce que le match de dimanche lui ferait changer d'avis? Faut voir, parce que là, la victoire a été quand même très très large et faite d'une sacrée manière. Donc, Buffalo tête de division, pas impossible, mais compliqué. Disons que si ça arrive, je serais surpris. Mais avec le calendrier qui reste, on est d'accord que logiquement, ils doivent quand même au moins prendre les playoffs. Ils doivent prendre les playoffs avec le calendrier qui reste. Là, sur ce point-là, je suis d'accord. Ça leur fait, sur ce plan, même s'ils perdent contre les Dolphins, si on leur met une victoire contre les Chargers, une contre les Pats, ça fait 10 victoires. Normalement, 10 victoires, tu as une wildcard, logiquement. Ouais. 10 victoires, tu es censé être à l'abri. Alors, 10 victoires quand il y avait 16 matchs. Excuse-moi, Vince. Il y en a beaucoup qui peuvent finir. Ah, excuse-moi, pardon, vas-y. Les 10 victoires, c'était assuré quand il y avait 16 matchs. Maintenant, il y en a 17. On a dit c'est censé quand même. Normalement, avec 10 matchs, tu es censé. D'ailleurs, si on regarde les calendriers et tout ça, 10 victoires, donc les Dolphins y sont, les Bills, dans ce qu'on dit, pour y être, les Ravens y sont déjà, les Browns sont à 9, donc bon, c'est possible qu'ils y arrivent à 10.
c'est dans la FC où peut-être qu'il n'y aura aucune équipe qui arrivera, la FC South, pardon, qui arrivera à 10, mais bon, voilà. Et par contre, en NFC West, les Broncos ont un calendrier hyper facile là qui arrive, puisqu'ils jouent Pats, Chargers et Raiders, donc normalement ça doit gagner les trois. Donc ils devraient arriver à 10, les Chiefs devraient arriver à 10, avec la FC South qui prend déjà Un spot. une place en playoff, mais sans arriver à 10, c'est tendu, quoi. Ah Voilà. oui, ça va jouer. Alors actuellement, pour terminer sur Buffalo, ils ont 64,2% de chance de faire les playoffs et 31,9% de remporter leur division, donc à peu près une chance sur 3, si je calcule bien. Hein, si c'est bien, normalement, Bertrand Renard est toujours parmi nous. Hein, Juste une chose, mon cher Flav, oui, dis-moi tout. faut pas interdit. Faut pas interdire. Ah oui, bah, de toute façon, s'il sera contre les Chargers ou les Patriots, l'affaire est dite. Hein. Pour le titre de division, ce sera cramé, ça, de toute façon. Et ils l'ont fait déjà dans la saison. Donc, on peut pas dire qu'ils soient si sereins que ça. Donc, non, évidemment. Après, ces dernières semaines, quand même, ils tournent quand même beaucoup mieux, je trouve, ces dernières semaines, les Bills. Et c'est cette fin de saison, moi, qui me porte plus à croire que oui, il y a une possibilité. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une franchise qui est très inconstante. Et je vais nuancer tout ce qu'on a dit depuis le début sur ce match. Ça ne reste qu'un seul match. Oui, bien évidemment. Après, c'est à mettre en relation aussi avec la dynamique, tu viens de le dire, Vince, ils sont mieux en ce moment, parce que même si on prend la défaite contre les Eagles, faut se rappeler que c'est une défaite quand même au forceps, ça se finit en prolongation, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà, c'est quand même un très très gros match aussi des Bills. Il y a la victoire à Kansas City. Après, il faut aussi la faculté à enchaîner. D'ailleurs, on va parler rapidement des Cowboys de Dallas, parce que c'est quand même un sacré retour sur terre pour les Cowboys après la grosse victoire de la semaine dernière contre les Eagles. Ils étaient sur 5 victoires consécutives. Et là, on a l'impression que c'est un peu patatras, Seb, non seulement en attaque et en défense. Des deux côtés du ballon, ça n'a pas du tout fonctionné pour les Cowboys de Dallas. Oui, alors, moi, je vais être très rapide là-dessus. Ils ont appris juste avant le match qu'ils étaient qualifiés en playoff. Et oui, mais enfin, ils ont encore la tête de division et le first seed à jouer. Ouais, mais mine de rien, ça peut y jouer. Et un match là-bas à Détroit, alors que tu sors de très gros matchs contre les Eagles. Buffalo, pardon. Quand j'ai dit Détroit. Buffalo. Bon, bah, c'est Détroit qui t'a perturbé tout le week-end. Ouais, Détroit m'a fait trop mal cette semaine, je suis désolé. Non, mais bon, voilà. Pour moi, le fait d'avoir appris ça juste avant et sortir d'un gros match contre les Eagles juste avant, alors c'est vrai que c'est dommage de ne pas capitaliser sur ce match des Eagles parce que, mine de rien, ils auraient été leaders de leur division. Mais bon, voilà. Moi, c'est mon avis à moi, comme ça à chaud. Je ne vois que ça parce que c'est pas normal qu'ils se fassent trouer aussi rapidement, aussi fort à la course. Seb, donc je disais sur le fait que les Cowboys ont je vais pas dire qu'ils n'ont rien montré parce qu'ils ont montré de l'agressivité. Ça, il y en a eu, mais à part ça, on n'a pas quand même eu grand-chose ni offensivement ni défensivement. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, où on avait affaire à une machine particulièrement bien huilée, qui tournait quasiment toute seule, qui écrasait tout sur son passage, et là, qui se retrouve face à un mur. Et alors, ce à quoi il faut penser également, c'est pour Dallas, comme tu le rappelais, ils ont quand même le first seed et le titre de division à jouer, c'est ce qui arrive. Il y a Miami qui arrive, il y a Détroit qui arrive. Miami, c'est 2e au sol, Détroit 3e. Si c'est vraiment devenu leur talon d'Achille, ça risque de faire mal. Ça risque de faire très mal. Et si on se projette un peu plus loin dans les playoffs, dans les match-ups potentiels, il y a San Francisco, 4e attaque au sol, il y a Philadelphie, 8e attaque au sol. Si effectivement ce point-là, c'est devenu le point sensible, et on a vu leur ligne et leur corps de linebacker se faire exposer par San Francisco, et exploser aussi un petit peu, du coup, par San Francisco il y a quelques semaines. Est-ce que ce point-là qu'on sentait fragile, fébrile, c'est pas ce qui est en train de s'effondrer et que ça entraîne le reste avec? Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Vince, c'est qu'un match, mais même si Dallas est qualifié, ils ont quand même très très gros à perdre, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que là, ils ne sont
ils ne Ils sont sont 5. considérés que 5e Bah oui. seed. Bah oui, Voilà, forcément. Ce qui est normal. Bah oui, tu auras les Eagles devant, donc du coup. exactement. Oui, mais alors au moment où on enregistre, les Oui. Eagles n'ont pas joué. On ne sait pas si le mal est plus profond du côté des Eagles ou c'était juste une passade. Moi, ce que je veux dire, c'est que ce que je voulais rajouter, c'est que les Dallas sortaient d'une grosse série de matchs, notamment face aux Eagles, où ils ont perdu beaucoup d'adrénaline là-dessus. Et effectivement, comme a dit Vince, ils apprennent qu'ils sont qualifiés pour les playoffs. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite décompression? Ça peut arriver. Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Peut-être, mais c'est pas là le souci. Le souci, ça a été les défaites antérieures, notamment une complètement surprise en semaine 3 contre Arizona. Et je pense que c'est plus là-dessus qui est à blâmer que sur ce match-là. Effectivement. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est aller jouer à Buffalo en plein hiver, le soir, puisque c'était un match de soirée, de prime time. Nous sommes encore l'automne. L'hiver n'est que le 21 décembre. Oui, Nous je veux bien. sommes donc l'automne. Et l'automne à Buffalo est particulièrement doux. C'est Oui, mais connu. oui, mais ça fait partie. Les équipes qui sont dans le sud, je le dis, je le répète, ils ont particulièrement intérêt à gagner le first seed pour pouvoir recevoir à la maison. Et les équipes qui sont plus dans le nord aussi, pour pouvoir que les équipes qui viennent dans le sud soient décompensées par le froid. Mais c'est là tout le truc, c'est que tu vois, avec cette défaite des Cowboys, moi je veux bien qu'ils soient décompressés avec la qualification en playoff, mais ils savent que s'ils se décompressent trop, ils sont 5e. Au mieux, ils seront seed 5. En seed 5, t'as le désavantage du terrain quasiment tous les playoffs. Sauf grosse surprise, si c'est 5 et 6 qui finissent en finale de conférence. Mais sinon, tu as de fortes chances de jamais jouer à domicile. Tu te dis, mais c'est justement te décompresser alors que tu sais que tu es à la lutte pour le first seed, ça me semble improbable, moi. Mais bon, c'est Oui, possible. mais après tu vas aller jouer ou Tampa Bay, ou Atlanta, ou New Orleans au premier tour. Donc tu peux passer un tour de playoff. Bah non. Bah si. Bah non. Ah si, oui, pardon, oui. Oui, non, mais tu passes un tour de playoff, mais après le suivant, tu te retrouves contre San Francisco, Philadelphie à l'extérieur. Ah oui, non, mais voilà. je sais, mais, Eh ben voilà. oui, mais enfin, moi après, tu peux comprendre aussi que tu vas pas claquer une série, arriver avec une série de 8 victoires d'affilée. Non, ça je comprends. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la décompression en se disant, c'est pas la bon, on est en décompression, playoff, on est arrivé les gars. C'est une partie d'explication, mais il faut aussi donner crédit à Buffalo. À Buffalo, et oui, bien sûr. Et tu peux comprendre aussi que derrière l'énorme performance qu'ils ont produite la semaine précédente, eh ben, il y a inconsciemment un petit relâchement. Et au lieu d'être à 105%, ils sont à 99%. Et ben, ça passe pas dans notre sport. Surtout qu'ils sont à 105% depuis déjà plusieurs semaines. Et c'est peut-être même la difficulté qu'ont ressenti aussi les Eagles de Philadelphie avec ce gros enchaînement de matchs qu'ils ont eu aussi. Et on a vu que c'était au bout du 3e que ça commençait à flancher. Parce que physiquement aussi, ça commence à peser, tout ça. Ils ont joué dimanche dernier, là ils rejouent. Bon, c'est possible, ça physiquement que ça baisse, c'est possible, tout ça. Maintenant, bon, je pense qu'ils avaient encore ils ont toujours très très gros à jouer parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit, Yaya, au moment où on enregistre, on n'a pas le résultat des Eagles et si ça se trouve, les Cowboys seront toujours en tête de division au moment de la diffusion de ce podcast si jamais les Eagles ont perdu face aux Seahawks. La grosse défaite, la défaite embêtante. C'est Arizona. C'est Arizona. Parce que derrière, ils perdent contre San Francisco et contre les Eagles et contre Buffalo. Il n'y a rien d'infamant. C'est des contenders, c'est des gros matchs. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et ils seraient à 11-3 en ayant battu Arizona, on parlerait complètement différemment. Les amis, on passe à la suite, à ce qui s'est passé notamment samedi, parce qu'on avait un super Saturday.
ce samedi. Enfin, super, Avec sur le Jeff. papier. Ça, c'était l'annonce d'NFL Network, le Super Saturn. Et quand tu regardais les matchs, bon, voilà, c'était une autre soupe. Les Vikings qui ont donc perdu contre les Bengals de Cincinnati alors qu'ils menaient à l'entame du 4e quart-temps. Ils menaient assez confortablement. Ils avaient à ce moment-là, si je dis pas de bêtises, 14 points d'avance pour les Vikings. Et ils ont chuté, une défaite qui risque de coûter, mon cher Yaya, au moment de faire les comptes, puisque maintenant ils sont à 7 victoires, 7 défaites. Alors ils sont toujours, bien évidemment, dans la course aux playoffs, mais quand même, ça aurait été une toute autre fin de saison s'ils avaient été à 8-6. Eh ben, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit précédemment. C'est pas c'est pas cette défaite qui est préjudiciable, c'est celle d'avant. C'est celle qui aurait été en début de saison. Il commence par 0-4 de mémoire. Donc après, tu cours, tu crames de la gomme et voilà. Donc tu perds ton quarterback star, Kirk Cousins. T'as Mullens qui est derrière le centre. Il fait une commotion, on prend Dobbs qui a aucune répétition. Tu gagnes miraculeusement et après, voilà, Dobbs, il a montré ses limites et Mullens revient. Juste une petite chose, c'est-à-dire que je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais quand Justin Jefferson est sur le terrain, ça gagne pas beaucoup plus, voire ça gagne beaucoup moins. Voilà. Oui. Donc Justin Jefferson serait responsable des défaites des Vikings, non, mais c'est que ce que je veux dire, c'est que malgré. Et alors, normalement, c'est moi qui fais le Stephen A. Smith dans l'équipe, mais là, c'est toi qui fais ton Stephen A. Smith. Ah non, moi j'ai posé une question, je n'ai pas affirmé. Non, bon, monsieur, s'il vous plaît. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais la réalité est là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que quand il est là, ça gagne moins. Parce que bon, je vais énoncer une évidence, mais pour moi, ce qui coûte le match aux Vikings samedi, c'est les décisions de Nick Mullens, et notamment les 2 interceptions qui balancent. Alors la deuxième, si vous l'avez pas vue, allez-y, c'est un régal. C'est la deuxième interception de Nick Mullens, il a même pas lancé le ballon. Il l'a envoyé sur le ventre du gars. Il n'a même pas lancé, il l'a limite posé dans les bras. C'était sympa. Et tout ça, c'était à chaque fois avec des Vikings en position de marquer. Il n'a pas fait des interceptions au milieu de terrain. Ils étaient à chaque fois en position de marquer, parce que même la première interception se fait aux limites de la end zone. On paye, en fait, chez côté Vikings, là, effectivement, on a payé beaucoup cette naïveté, cette jeunesse, ce manque de connaissances un peu, j'ai l'impression, de ses coéquipiers, tout ça. Et effectivement, bon, après, ils perdent ce match. Quand on regarde les Bengals, ils mettent 3 points à la fin du 3e quart, ils sont toujours à 3 points. Au début du 4e, ils sont toujours à 3 points. Ouais. Et ils arrivent à en claquer 21 comme ça dans une fin de match complètement folle, complètement débridée. C'est vraiment se poser la question comment ils arrivent à perdre ce match, les Vikings, mais ils arrivent à le perdre. C'est une performance en soi, parce que c'était quand même très, très incroyable. Je sais que un gros big up à notre Tirgou national qui regardait le match et qui était bien content de voir ces Bengals l'emporter, mais qui était aussi, on en parlait en interne sur TFA, sur les salons de discussion TFA, qui était aussi un peu désabusé de voir le niveau de son équipe pendant les 3 premiers quart-temps, parce que il faut pas l'oublier non plus. Pour moi, c'est une défaite qui n'est absolument pas rassurante pour les Vikings, mais c'est une victoire qui n'est pas du tout rassurante non plus pour les Bengals, si ce n'est qu'ils ont eu assez de force pour arriver à l'emporter. Voilà. Mais sinon, bon, moi j'ai pas grand-chose à sortir de ce match, si ce n'est qu'il allait en prolongation et que c'était un match quand même qui était à 19h, donc à 13h là-bas, heure locale, un samedi, c'est pas une heure normale pour eux, ils n'ont pas l'habitude, donc bon, voilà. Peut-être que ça peut jouer, mais... Bon. Seb, une question forcément sur Cincinnati, est-ce qu'ils ont lancé leur saison Il serait temps. Même réponse que la semaine dernière, monsieur.
Il serait temps. En 15e journée. Non, plus sérieusement, effectivement, le retard que les Bengals ont accumulé en début de saison, il pourrait leur être préjudiciable. Alors, pour le moment, ils ont le 6e seed. J'ai presque envie de dire qu'on n'en espérait pas tant au vu de leur début de saison. Mais surtout, oui, Minnesota, c'est problématique ce qui leur arrive. Alors, en fait, on a deux équipes qui sont un peu dans des situations similaires, toutes les deux avec leur 6e seed, et toutes les deux qui sont sur un match, qui sortent d'un match qui n'est pas rassurant, mais pour des raisons différentes. Effectivement, parce qu'on a Cincinnati qui reste muet offensivement pendant 3/4 temps, quasiment. Alors, heureusement, ça se réveille. Heureusement, il y a un duo qui émerge, c'est le duo Jake Browning, T. Higgins, avec Higgins qui va arracher une fois de plus au sens propre comme au figuré l'overtime, parce que Ah ce ouais, qu'il c'est fait tout énorme. de même pour marquer ce touchdown, c'est C'est incroyable. peut-être le touchdown de l'année. euh, pour moi, en tout cas, pour moi, c'est l'action de la semaine, hein. Et de loin, parce que la volonté qu'il met pour aller chercher ces 6 points, elle est absolument incroyable. C'est du jamais vu. Et effectivement, bah, du côté de Minnesota, un match qui leur échappe, et qui leur échappe, comme tu le disais, Flav, sur deux bévues de Nick Mullens, alors que si on met de côté ces 2 interceptions, tu vas me dire c'est difficile, mais si on met de côté ces 2 interceptions, sa ligne de stats, C'est pas mauvaise. Hein. elle est pas mauvaise, hein. 26 sur 33, 303 yards. Alors, est-ce qu'on peut voir le bon côté des choses et se dire que sur le poste de quarterback, ils ont enfin trouvé un petit peu de stabilité qu'ils avaient perdue avec la blessure de Kirk Cousins, parce que Joshua Dobbs, ça a été un petit peu une arme à usage unique, hein, ou presque. Une fois de plus, comme pour certains quarterbacks, ça a marché tant que ça a fonctionné. Est-ce qu'ils peuvent se rassurer avec ça? Difficile. C'est on parle de 2 clubs qui sont là, qui sont dedans, mais il faudrait pas grand-chose pour que ça bascule de l'autre côté. Surtout que Minnesota a 3 matchs de division. Il reste 3 matchs de division, 2 contre Détroit, alors qu'ils peuvent être qualifiés, et un contre Green Bay. Je crois que c'est même en plus au Lambeau Field. Oui. Donc non, ils ils reçoivent les Ok. Packers. Ils reçoivent. Exact. Ils reçoivent Détroit, ils reçoivent les Packers et ils vont à Détroit. Bon, de toute façon, ça va pas être une partie de plaisir. Non, bah oui, Et j'en profite que tu parles du calendrier pour parler aussi du calendrier des Bengals et faire le point avec l'autre match de samedi soir qui a vu le match des Steelers notamment. Moi, je vais laisser le micro. Regarde, Vince, il m'a fait ma transition, c'est parfait. Vas-y. Mais t'as vu ça, c'est parfait. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, le prochain match, c'est un Cincinnati at Pittsburgh. Et c'est samedi. À noter, c'est samedi, c'est pas C'est dimanche. de nouveau un samedi. C'est un match de division dans cette AFC Nord qu'on disait hyper dense, hyper rude, hyper tout ce que l'on voulait. Et c'est un match qui voit 2 équipes, les Bengals qui l'ont emporté, mais très péniblement, très difficilement, contre des Steelers. Mais alors, la forme des Steelers samedi soir, il va falloir en parler quand même. Je suis désolé, mais moi j'ai vu. Il y avait une forme ? Je sais même pas si on peut parler d'une forme. Il y a Mike Tomlin qui a dit que c'était le pire groupe de football, qu'en fait ils étaient nuls pour rester polis. Non mais comment on peut à un moment donné finir le premier quart à 6-0, ne mettre mettre 7 points dans le deuxième quart et ne plus marquer du tout en seconde mi-temps, se faire complètement malmener complètement par les Colts qui ont été vraiment très bons, très costauds, très très patients, il faut le dire aussi, parce que mine de rien, ils ont été patients, ils ont subi le premier quart et puis derrière ils ont développé. C'était très particulier, c'était un match vraiment bizarre. Au final, Indiana passe quand même 372 yards contre les Steelers. Les Steelers qui ont quand même une défense qui ont eu une défense réputée quand même, normalement, forte. Indiana, le chiffre qui m'a le plus marqué, 170 yards à la course. Indiana.
Hein. Tout à l'heure, on parlait des Bills. On connaît la capacité des Bills à mettre un jeu de course. Indiana. Et alors, je te rajoute que on c'est parlait ça des sans Cowboys. Jonathan Taylor en plus. 170 yards à la course par le running back Oui, 2 et le c'est running ça. back Oui. 3. Et puis, non, mais Et avec Zach Moss sur le flanc pendant la moitié du match. Voilà. Moi, là, il y a quelque chose que vraiment, tout à l'heure, on en parlait avec les Bills. Le QB des Bills, Allen, peut courir, représente une menace. Minshew, c'est pas le cas. C'est beaucoup moins le cas en tout cas. Il peut, mais c'est beaucoup moins le cas. Et arriver à placer 170 yards d'une défense des Steelers comme ça dans un match, mais pour moi, c'est vraiment une erreur incroyable. Alors, est-ce que c'est un problème de joueurs? Est-ce que c'est un problème de coordonnateur défensif? Ils ont viré leur coordonnateur offensif, ils peuvent virer leur défensif maintenant en cours de saison, on ne sait jamais. Mais bon, c'est vraiment bizarre. Franchement, j'ai pas compris cette défaite, aussi lourde qu'elle soit, parce que l'école se joue bien, il n'y a pas de problème depuis le début de la saison. C'est pas non plus une hérésie de voir l'école l'emporter. Hein. Ils étaient toutes les deux équipes étaient à 7-6 avant le match. L'école s'en su tirer le meilleur, pourquoi pas. Maintenant, c'est surtout la manière et le comment ils y arrivent. Et donc, pour revenir par rapport à ce calendrier qui va arriver, le match de samedi soir entre les Steelers et les Bengals, il va falloir le pronostiquer celui-là. Hein. Moi, il y a juste une petite chose, parce que quand on parle des Steelers, on en parle depuis le début de saison, c'est une anomalie statistique. Tout ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Avec l'équipe qu'ils ont, avec les statistiques qu'ils ont, ils devraient jamais être à 7 voilà. Et donc voilà. Après, on peut déjà annoncer, d'ores et déjà annoncer que la série de Mike Tomlin est finie. Ils ne seront pas en positif cette année. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le plus drôle, si j'ose dire, c'est que l'an dernier, ils sont revenus du diable Vauvert, pour continuer dans ces expressions surannées, pour réussir cette saison en positif et sauver la série de Mike Tomlin, alors que cette année, alors qu'ils étaient plutôt bien embarqués pour faire une saison en positif, ils se retrouvent possiblement en négatif à la fin de saison. Pour les Steelers, il reste un match contre les Bengals, il reste un match contre les Seahawks, c'est un match contre les Ravens, si je dis pas de bêtises. Je crois que... il n'y en a qu'un seul à domicile, c'est les Bengals. Voilà. Il faut gagner. Alors, ils peuvent gagner les Bengals, parce que c'est un match de division, et il faut gagner à Seattle, et ça va pas être de la tarte. Hein. Gagner à Seattle, ça va pas être facile. Moi, un truc qui est peut-être, Seb, tu vas me dire ce que t'en penses, mais un truc qui est peut-être le plus inquiétant pour les Steelers, c'est qu'offensivement, alors certes, il y a la blessure de Kenny Pickett qui aide pas, mais on a quand même cette sensation. On avait vu un très beau match après que Canada ait été renvoyé. Un match offensivement abouti, peut-être le seul offensivement abouti de la part des Steelers de la saison. Là, il y a quand même une régression qui est quand même forte, parce que non seulement Mitch Trubisky, dès que tu as l'impression qu'il va lancer un long ballon à plus de 20 yards, tu sais que ça risque de très mal se terminer, quasiment incapable d'allonger le jeu. Ça a toujours été plutôt le cas chez Mitch Trubisky. Mais en plus, on a quand même ce sentiment qu'ils ont marqué que parce qu'ils ont récupéré le ballon très haut sur le terrain. Faut rappeler que leurs 2 touchdowns viennent après un field goal raté, donc ils récupèrent le ballon quasiment à la mi-terrain, ils remontent 54 yards pour marquer, et sur un punt bloqué où ils récupèrent le ballon à 1 yard ou 2 de la end zone. C'est là-dessus qu'ils marquent le touchdown. Il n'y a aucun drive offensif complètement abouti dans ce match-là. Écoute, un chiffre, 216 total yards sur ce match. Qu'est-ce que tu veux développer du jeu avec un niveau, avec un chiffre aussi médique? L'attaque sur ce match, l'attaque de Pittsburgh, elle s'est livrée à un vrai numéro de prestidigitateur, c'est-à-dire qu'elle a disparu complètement. On est au sol. Au revoir. Ouais, voilà, tadam, c'est ça. Au sol, Jalen Warren, Najee Harris, ça marchait plutôt bien lors des rencontres récentes. Là, 73 yards cumulés à eux deux. Najee Harris, 2,75 yards par portée. 12 courses, 33 yards. C'est la faillite
absolue sur ce match. Et ce qui a peut-être plus terrifiant encore, c'est que ça a été la même en défense. La ligne défensive, pareil, elle s'est volatilisée en deuxième mi-temps. Je sais pas, les mecs, ils ont décidé de partir en vacances ou quelque chose dans ce goût-là, parce qu'on n'a plus rien vu. Alors, on va me dire, il y a TJ Watt qui, je crois, fait 2 sacs sur ce match. Je n'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il a à nouveau un sac, match. c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Un, je m'en rappelle, 2, c'est pas. 2 sacs, ouais, je confirme. Ouais. 2 sacs. 2 sacs pour lui, mais voilà. Pour le Il reste. peut partir en vacances, du coup. Ah bah, il peut partir en vacances, hein, lui, sa saison elle est faite, mais il est bien seul. Et cette défense de Pittsburgh, alors je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Vince. On parle de la redoutable défense de Pittsburgh. C'est vraiment beaucoup en trompe l'œil, hein. Cette saison, c'est 22e au sol, hein. C'est pas et c'est guère mieux contre la passe. C'est 20e contre la passe. Donc c'est pas terrible. Ça prend pas tant de points que ça, mais parce que la moyenne de points encaissés par match, elle est de 20 étoiles, donc ça les met défense top 10. Mais par contre, ça prend du garde, hein, et ça, c'est jamais très bon. Faut performer en red zone pour que ça tienne. Si derrière, en plus, tu as une attaque qui n'est pas capable de produire, qui n'est pas capable de driver, c'est problématique. Et tous ces problèmes-là, on les a vus hier. Samedi, plus exactement. Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression que du côté de Pittsburgh, on a quelques playmakers qui cachent la forêt. Voilà. Notamment, tu l'as parlé de TJ Watt, qui attire beaucoup la lumière, mais derrière, c'est un peu vide. Micah Fitzpatrick dans le backfield, c'est terrible. Enfin, c'est un super joueur, mais après le reste, c'est très très calme. C'est faible, très très faible. Et justement, ils prennent des yards, donc il va falloir se renforcer un petit peu partout cet été. Il y a beaucoup de lacunes. Il y a beaucoup de lacunes dans ce club, hein. Ah oui, on est d'accord. Il se repose beaucoup sur ce qui s'est passé avant, hein, et justement sur le Mike Tomlin, ce qu'il a pratiqué avec sa fameuse série de participation en playoff, tout ça. Voilà, il se repose là-dessus, mais effectivement, à un moment donné, il va falloir tourner la page, peut-être pas Mike Tomlin, mais au moins du jeu proposé et de tout ça. Et il va falloir se poser de sérieuses questions pour essayer de recommencer et de repartir sur un nouveau cycle, parce qu'on ne fait pas tout le temps du neuf avec de l'ancien. Oui, alors il y a une ligne à reconstruire, offensive, un quarterback, parce que j'ai bien l'impression que Kenny Pickett, ça progresse pas. Kenny Pickett, c'est un quarterback asperge, j'arrête pas de vous le dire. Il va se révéler au bout de 3 ans. Une asperge, ça met 3 ans à pousser. Kenny Pickett, il va mettre 3 ans, tu vas voir. Ah, j'avais compris, une quarterback Casper, moi. Mais si non, tu dis asperge. Pas Asperger non plus, visiblement. Hein, mais je veux qu'on isole ce moment du podcast pour le ressortir la saison prochaine. si Kenny Pickett s'effondre ou si au contraire il explose, je veux qu'on ressorte ce moment. Alors, mais non, mais tu sais ce qu'il va, tu sais ce qu'il va dire. Il va encore se cacher. Oui, il mérite pas un contrat de 40 millions. Il peut pas s'empêcher de parler de Daniel Jones. Il ne peut pas. J'ai tout fait pour pas mettre dans le conducteur la raclée qu'ont pris à nouveau les Giants contre les Saints. Rappelons-le, où ils ont été ridicules, où ils se sont fait malaxer dans le bayou. Le pauvre Tommy DeVito a mangé plus souvent de la pelouse que des pâtes dans la semaine. Mais il a quand même fallu qu'il les ramène, les Giants, sur le devant de la scène. Mais tous les défenseurs des Saints ont eu le droit d'aller le saquer, tellement il y en a eu. C'est quand même incroyable, tu vois. Et non, il faut quand même qu'il aille la ramener, quoi.
Nous, on est sympa. On laisse les autres. Et puis, tu crois que les petites franchises, on a quelque chose à faire, nous? Ceux les seuls, on a gagné un Super Bowl, avec Drew Brees. Ah non, mais attends, c'est bon. On est sympa, c'est tout. Ok, voilà. Ça sent un peu la mauvaise foi là quand même, j'ai l'impression. Oui, non, mais Oh, à oui. peine. Oh, si peu. Ah, mais attends, non, Parce que c'est vrai que sur Daniel Jones, il est toujours de bonne foi en plus, donc d'habitude. Donc... Bah, New-Yorkais est toujours de bonne foi. On Oui. te dit qu'ils n'avaient pas le choix à cause du marché qui est comme ça C'est et ça. qu'il fallait balancer l'équivalent Et l'offre et la du demande. budget et tout ça, d'éducation ouais, ouais, l'éducation de New York dans le contrat du on a- quarterback. On a vu les gars. Tyrod Taylor. Allez, on aurait dû mettre le paquet sur Tyrod Taylor. Ça aurait dû être le quarterback titulaire. Mais bien sûr. Mais allez, les gars. Arrêtez. Non, Il est en train de s'énerver. Oui, oui, c'est normal, mais c'est comme ça qu'on C'est pas l'aime. bon pour ce que t'as. Calme-toi, Mais par Gaïa, contre- c'est pas bon pour ce que t'as. Bon. C'est énervé Mais comme ça. pour revenir sur les équipes qui gagnent, et donc pas sur les Giants, mais sur les vraies équipes qui gagnent. On a 4 Super Bowl, monsieur, nous. Mais sur les équipes en bleu pourtant, hein, donc parce que les Colts, on occulte quand même beaucoup parce qu'on parle beaucoup de Pittsburgh et c'est normal parce que la différence de Pittsburgh elle est là, mais les Colts, qui en début de saison aurait parié sur des Colts à 8-6 au bout de 14 matchs? Franchement, moi je suis impressionné par cette équipe, par cette division AFC South qui n'est pas très exceptionnelle mais qui est très dense, avec 3 équipes qui sont à 8-6 et où tout peut se passer. Là, je regardais le calendrier des 3 équipes. Il va y avoir un Texan at Colts en week 18 qui va être, pour continuer sur les expressions à l'ancienne, pas piquer des hannetons, mes chers petits camarades. Voilà, Mais on est d'accord. Alors, il y a juste je vais quand même mettre un bémol, hein, Vince, à ce que tu viens de dire. L'AFC South avait les calendriers les plus faciles avec la NFC South. Ils croisaient ensemble, hein, déjà. Donc déjà, tu vois, il y avait des victoires. Donc Bon, des c'est victoires, pas- c'est pas si facile d'aller battre les Panthers. Hein. Demande aux Falcons ce qu'ils en pensent. Voilà, ça c'était gratuit pour nos amis à plume. Mais c'est vrai Mais que attends, il y avait aussi, il faut pas oublier les 100 spectateurs qui étaient dans le stade. il faut pour pas oublier regarder ça. l'effervescence qu'il y avait dans le Bank of America Park de Oui. Caroline Non, du Nord. Après, C'est vrai après, qu'il y a eu blague à part, c'est vrai que les Colts, quand même, c'est. Bon, moi, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à voir les Titans quand même bien mieux que les Colts. Et bon, voilà, c'est une surprise pour moi. Maintenant, je suis très content parce que j'aime bien cette franchise. Moi, tout ce qui est attrait avec les chevaux, de toute façon, ça me va. Les Oui, Colts, voilà. avec le fer On à a vu cheval, ça. les Colts, voilà. On a cru comprendre que tu avais une passion pour les centres équestres. Et d'ailleurs, vous retrouverez les équidés. Vince sur Equidia, l'ami du cheval. Dès demain, il vous commentera le quintet en direct de Vincennes. Et ça nous fait vraiment plaisir que Vincent soit à Vincennes. Les amis, on enchaîne avec Houston, toujours dans la FC Sud, qui lui aussi s'en est sorti. Alors, Houston, ça a été un petit peu par le petit bout de la lorgnette qu'ils ont gagné, et pourtant, ils sont allés chercher la victoire du côté contre les Titans. D'ailleurs, c'était du côté de Tennessee, c'était à Nashville. Une victoire en prolongation qui est peut-être, alors sur le plan comptable, c'est bien parce qu'il reste au contact des Jaguars et des Colts, mais est-ce que cette victoire, Vince, est vraiment rassurante pour les Texans, qui était prévu, on le rappelle, de CJ Stroud? Ben, alors déjà il faut prévenir quand même nos auditeurs que je suis resté sur la blague Vincent à Vincennes et j'ai du mal à m'en Ça te remettre, perturbe, quand hein. même. On a tant de talent, ça met mal à l'aise, hein, c'est sûr. Je suis surpris. Et Voilà. Bobby, tu es Bobby. Après, cette victoire, elle a été poussive, mais je dirais qu'elle est peut-être synonyme aussi et annonciatrice de ce que c'est que cette équipe des Texans. Personne ne donnait cher de leur peau avec l'absence de CJ Stroud. Et puis on voit finalement que ils ont réussi à se souder. Alors différemment, parce qu'effectivement, c'était un match qui était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tendu. On n'a pas vu l'effervescence offensive des Texans de ces derniers temps. On a vu des Texans beaucoup plus pragmatiques,
et arriver à remporter ce match sur un score très serré. Hein. Au final, ils encaissent que 16 points, ils en mettent 19 après prolongation. C'était serré. Keskinum fait quand même un bon match, hein, 23 sur 36, c'est pas négligeable. Après, ils ont été très, 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 très aidés à la course. Moi, ce que je retiens surtout, en fait, là-dedans, c'est que sur l'ensemble du match, Houston passe 340 yards, les Titans en passent 204, mais pourtant, il y a une prolongation, quoi. Et malgré cet écart-là, les Titans ont réussi à arracher une prolongation contre les Houston, qui pourtant ont dominé quand même 344 à 204, c'est pas rien. Bon, par contre, alors, voilà. Ce qui est sûr, c'est que les Titans ont concédé un nombre de sacs incalculable. Je crois qu'il y en a 7 au total. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas terrible là pour ça. Est-ce que c'est une grosse défense de Houston? Est-ce que c'est une faiblesse de la défense de l'attaque et de la ligne de Tennessee? Bon, ça reste à voir. Après, déçu, ouais, un peu déçu par le match de d'Eric Henry, forcément, hein, quand même, quand on voit qu'il a 16 portées, qu'il ne fait que 9 yards d'offensif, bon, c'est pas le Derrick Henry qu'on connaît. C'était un match sans pour lui. J'ai pas l'impression que ça soit un très très grand match à mettre du côté des Tennessee Titans. Mais pour moi, par contre, c'est vraiment fondateur et annonçateur d'un beau groupe chez les Titans, chez les Houston Texans, qui ont montré beaucoup de caractère pour aller arracher cette victoire. Il y a eu comme un hic chez les Titans. Oui, vas-y. Oui. Moi, il y a une chose que je voulais remarquer, et je trouve que c'est plutôt bien que Houston ait gagné du côté de Nashville, parce qu'ils avaient mis les anciens uniformes, les anciennes couleurs des Titans quand ils étaient justement à Houston, et de les avoir battus et en prolongation en plus. Moi, j'ai trouvé ça plutôt fun et plutôt sympa, et un bon retour de karma, parce que pour moi, les Houston Oilers, c'est le début de quand je regardais la NFL, et j'ai trouvé ça bien. Après, pour Vas-y, revenir à Pierre Tchernia, raconte-nous ton expérience. Oui, non, mais après, faut pas oublier que voilà, il y avait Case Keenum qui était là, il a fait un match correct. Il prend un pick six, mais il arrive quand même à aller gagner le match. C'était pas du grand football, c'est du football de fin de saison avec Tennessee qui est clairement en bout de cycle. C'est la fin de l'ère d'Eric Henry. Derrick Henry qui ira voir ailleurs en fin de saison si l'herbe est plus verte ailleurs, à mon avis. Et Houston qui effectivement est une équipe en devenir. C'est l'année 1 d'un joli projet. On va voir ce que ça va donner par la suite. Très bien. Seb, sur une autre équipe qui s'est arrachée pour aller chercher la victoire, c'est les Browns, qui ont été très longtemps en difficulté contre les Bears de Chicago, qui s'en sont sortis à 30 secondes de la fin, et j'ai presque envie de dire qu'ils s'en sont même sortis à la toute dernière seconde, puisqu'il y a eu cette passe, cette Hail Mary de Justin Fields, qui aurait dû, selon toute vraisemblance, être capté dans la end zone, mais voilà que ça ne fait pas le cas à cause d'un petit cafouillage, alors que notre ami, c'était qui? C'était Mooney qui était par terre et qui essayait de capter le ballon et qui l'a laissé échapper. Bref, la victoire revient aux Browns. Même question pour les Texans. Est-ce que cette victoire à l'arraché contre un adversaire prétendument plus faible est vraiment rassurante pour la suite? Alors, il faut quand même souligner que les Browns, ils arrachent cette victoire avec une équipe qui est décimée. Ah Et oui, ils c'est fait de réussissent briques et de broc. de briques et de broc. Pardon. C'est une équipe qui a survécu, qui survit encore à une avalanche de blessures. Alors, on va pas revenir sur les figures de proue que sont Deshaun Watson ou Nick Chubb, mais là, sur la ligne offensive de Cleveland, il y avait un seul titulaire.
un seul titulaire. Ils ont essoré je ne sais combien de linemen offensifs. Et du coup, effectivement, c'est les remplaçants qui se mettent en valeur. Cameron Mitchell qui dévie une passe sur un 4e down. Il y a un catch de 57 yards de Marquise Goodwin qui permet un field goal. Joe Flacco, là, alors voilà, un autre remplaçant, Joe Elite Flacco. Merci. Voilà, je savais que ça te ferait plaisir, Yaya. Joe Flacco, qui n'a pas été irréprochable parce qu'il envoie 3 interceptions, mais il est beaucoup mis sous pression par Montez Sweat, justement parce qu'il a une ligne qui est fait un petit peu de briquet de broc, comme tu disais, Flav, et que cette ligne, elle prend beaucoup de pression, notamment en début de match. Néanmoins, il a une chouette connexion avec David Njoku. Moi, je trouve qu'il y a un gros travail de Kevin Stefanski avec ce club qui réussit à rester à flot malgré une infirmerie, mais qui est pleine, qui déborde. Et Kevin Stefanski, coach of the year. Ça prend de l'épaisseur. Ah, ça prend de l'épaisseur, voilà, tout à fait. Moi, je ne trouverais pas ça dénué de sens. Parce que si effectivement le coach of the year, on récompense un entraîneur dont l'équipe a performé au-delà des espérances, là, on peut difficilement faire mieux dans cette catégorie-là. Après, ils ont quand même ils ont un calendrier à venir qui est un petit peu compliqué à lire. Il y a Houston, il y a New Jersey, il y a Cincinnati. Est-ce qu'ils pourront s'en sortir encore, notamment avec cette O-line qui est dépeuplée? Houston, on vient d'en parler, la situation elle est ce qu'elle est. Est-ce que les ressources qu'ils se sont trouvées, elles vont être pérennes? Cincinnati, on en a parlé également. Actuellement, c'est pas la grande stabilité, mais ça peut encore gagner des matchs. Et puis les Jets étant les Jets, ils sont capables de prendre 30 points un week-end et puis de couper les jambes à une équipe qualifiée le week-end d'après. Donc attention. Alors, moi j'avais un petit, le saviez-tu? Vas-y. Montez Sweat, le saviez-tu, il est numéro 1 des sacs dans 2 franchises à la fois Chicago, à la fois Houston. Exact. Voilà, donc c'était mon le saviez-tu du soir. C'est absolument fascinant. Non, c'est un bien beau, le saviez-tu? Oui, tout à fait. C'est une stat qu'il fallait connaître. Pour revenir sur le calendrier des Browns vite fait, c'est vrai que les 2 matchs at Texans et at Bengals en week 16 et en week 18 vont être très épicés. Et donc effectivement, ça risque d'être un peu tendu quand même. Et qui aurait dit les Browns à plus de 10 victoires? Et la saison est folle, mais la NFL est folle et c'est pour ça qu'on l'aime. Mais les Browns se sont fous aussi, il ne faut pas oublier. Donc, je voulais ajouter quelque chose qui ne va amuser que moi, mais le dernier offensive line titulaire, être dernier blessé sur la ligne offensive de Cleveland, c'est le garde gauche, il s'appelle Joel Bitonio, et moi ça m'amuse énormément. Voilà. J'ai des choix simples. Oui, c'est le plaisir de la vie, de la chose bien faite. Il est arrivé en même temps que Baker Mayfield. Exactement. Voilà, en provenance d'Auckland à l'époque, des Raiders de mémoire. C'est possible. Là, je ne saurais pas te répondre exactement. Ou Buffalo, c'est un des deux. C'est pas loin en plus, géographiquement. Oui, c'est pas loin, c'est quasiment la même région. Oh oui, un coup de vélo et ça se fait bien. Il n'y a pas de souci. Un tout petit mot, les amis, avant de passer aux questions de nos auditeurs sur le Sunday Night Football entre les Ravens et les Jaguars. Une victoire 23-7 assez nette de la part des Ravens. Des Ravens qui ont perdu, on l'a appris pour la saison, Keaton Mitchell, leur running back, un running back de plus, si j'ai envie de dire, dans une blessure qui, on a tout de suite compris que la saison était terminée. Pour ceux qui ont vu les images, l'image est absolument terrible. En direct, il n'y a pas besoin de ralenti pour comprendre ce qui s'est passé. Ligament croisé déchiré. Ce sera donc la fin de saison pour Keaton Mitchell, qui faisait une saison tout à fait intéressante, plus qu'on attendait, mais alors pas du tout pour le coup cette saison. Voilà, c'est la petite note négative, mais les Ravens qui sont les premiers, Vince, en AFC à valider leur billet pour les playoffs. Oui. Là encore, ils se sont bien appuyés sur un jeu de course. On commence à la connaître, cette équipe de
de Baltimore, quand même, qui elle, par contre, vraiment a l'habitude d'utiliser vraiment toutes les facettes du jeu offensif. 251 yards à la course hier. Voilà, c'est quand même incroyable. Franchement, quand on regarde les runs de leur running back, donc Keaton Mitchell donc, qui fait 9 portées pour 73 yards et donc en moyenne 8 yards de gagner, en moyenne 8,11 yards pour un running, c'est incroyable, c'est énorme, cette stat elle est énorme. Lamar Jackson finit à peu près avec les mêmes stats, 12 portées pour 97 yards, mais avec 8,08 yards en moyenne de progression. C'est énorme. Ça veut dire que en 2 tentatives, on fait 16 yards. Donc, on n'arrête jamais de progresser. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est vraiment une arme offensive très, très forte. Les Ravens sont impressionnants. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai à dire en ce moment. Les Ravens m'impressionnent. Les Ravens ont validé leur billet. C'est amplement mérité au vu de leur saison. Et j'ai envie de dire, même si j'aime pas le dire comme ça, mais c'est amplement mérité que les Jaguars se retrouvent dans cette situation-là à 3 matchs de la fin, c'est-à-dire dans un bourbier un peu très, très compliqué, d'où ça va être très, très difficile de se sortir. Je sais pas, les Jags, moi je leur promettais beaucoup de choses, et puis par contre, un peu à l'inverse de ce qu'on disait hier, de ce qu'on disait tout à l'heure, pardon, sur les Colts, ben, les Jaguars me déçoivent beaucoup. Je les attendais beaucoup mieux, surtout dans cette division-là, quand même. Voilà. Tout à fait, oui. J'ai laissé un froid, il n'y a plus personne qui Non, du tout. Si, on t'écoutait religieusement, précisément. Vous étiez en train de t'écouter religieusement. Et les Jaguars qui ont aussi des gros problèmes avec les pertes de balles de Trevor Lawrence. Il y a eu les interceptions la semaine dernière, il y a eu les 2 fumbles ce dimanche soir. Ça commence à être un petit peu préoccupant. Ils ont un calendrier qui n'est pas forcément très compliqué, mais Yaya, ça va quand même être tendu cette fin de saison des Jaguars parce que avec les Colts et avec les Texans dont on a parlé juste avant, ça commence à se resserrer quand même considérablement. Ah bah oui, mais c'est maintenant qu'il faut montrer si t'es le boss de ta division, hein. Donc c'est toujours pareil. Je suis le boss ultime. Exactement. Si tu veux continuer dans la métaphore de jeu vidéo, là c'est le finishim, hein, donc Et j'ai oublié de dire que Trevor Lawrence, en plus de sa blessure d'il y a 2 semaines, est entré en protocole commotion aujourd'hui. Donc on a aussi ce point-là. Va falloir voir quand est-ce qu'il va revenir. C'est pas sûr encore qu'il soit disponible pour le match contre les Buccaneers. oui. Et Trevor Lawrence, je pense que depuis sa blessure à la cheville, il n'a pas récupéré, et c'est un vrai problème du côté des Jaguars. Ça fait quand même 3 défaites là pour les Jaguars, hein, c'est ça, celle contre les Bengals, contre les Browns, maintenant contre les Ravens. Bon, visiblement, ils n'aiment pas l'AFC Nord. Hein. Ça, déjà, ils n'iront pas passer leurs vacances dans le nord du pays. Hein. Moi, je le lis, parce que c'est déjà mal parti. Il leur reste donc les Buccaneers, ensuite réception des Panthers et déplacement chez les Titans du Tennessee pour un duel de division au week 18. Seb, tu les vois comment, toi, la fin de saison des Jaguars ? Sur le papier, je te dirais rien d'insurmontable. Le souci de cette équipe depuis quelques temps, en particulier depuis la blessure de Trevor Lawrence, comme tu le disais, c'est les erreurs mentales. Je veux dire, des offsides, des passes échappées, les fumbles impardonnables de Lawrence dimanche dernier. C'est vraiment sur le mental que ça se joue. Et alors, d'après ESPN, ils ont toujours 57% de chances de remporter la division, mais il va falloir arrêter de se tirer des balles dans le pied de cette façon. Et effectivement, 3 défaites consécutives, ça commence à faire beaucoup pour un club que beaucoup, comme Vince, voyaient beaucoup plus haut. À titre personnel, j'ai toujours eu un petit peu plus de mal à y croire. Me demandez pas pourquoi, c'est vraiment... C'est parce que t'aimes pas la Floride. Il n'aime pas les piscines dans les stades. Il a toujours été contre les piscines dans les stades. Il aime les stades qui ont des noms de jeans, mais il aime pas les stades qui ont des piscines. Non, il aime les stades, tu vois, qui sont à 1 heure de la ville. De la ville, voilà.
Et qu'est-ce que c'est que ce stade où il y a une piscine et quand Trevor Lawrence se blesse, il y a même pas une voiturette pour l'amener, il s'appuie sur Faux. 2 mecs pour être ramené au vestiaire. Faux, c'est Qu'est-ce que lui, c'est ça? c'est lui en Captain America, tu vois. Il a décidé Qu'est-ce de montrer qu'il en avait, tu vois, et il n'a pas voulu monter. On lui a proposé le kart, il a dit non, Et oui, tu vois. parce Et que tu sais Trevor pourquoi? Parce Lawrence ne va pas sur un kart. C'est le kart et non, qui va sur Trevor Lawrence. C'est ça qui est sur fort. Trevor et Lawrence? oui, et tu sais, il avait peut-être peur que ce soit en fait Marshall Lynch Qu'ils qui le conduisent! qui le conduise. Fallait pas prendre de risque. Fallait pas Ouais, prendre de ouais, risque. ça se comprend. Et voilà, et pourtant j'ai eu, Vivement la fin de saison pour vous, quand même, les gars, là, parce que ça part vraiment. non, mais Ouais, il en reste plus beaucoup, c'est bon. Ouais, C'est- ça commence à Plus être que long. 3. Non, après, plus sérieusement, il y avait eu une sacrée belle série de victoires entre les semaines 4 et 8, puisqu'ils battent Atlanta, Buffalo, Indianapolis, New Orleans, Pittsburgh. Et Atlanta, Donc, c'est pas facile à battre. Hein. Attention, parce t'en qu'ils sais ont quand même fait trembler les Panthers avant de céder de justesse. Hein. Voilà, donc voilà, certes, sur le tableau de chasse, il y a du qualitatif et du un peu moins qualitatif, mais une fois leur bye week passé, eh ben, c'est déjà, il y a eu ce qui s'est passé chez les Niners, mais surtout après, ils semblent se reprendre, et là, on est sur 3 défaites de suite, une en overtime sur Cincinnati, une à Cleveland la semaine dernière, et puis là, contre Baltimore, où ils sont dépassés dans quasiment tous les secteurs du jeu. C'est inquiétant pour une équipe qui avait certaines prétentions à l'entrée de la saison et qui semblait avoir son avenir devant elle. Et effectivement, dans leur poule, c'est en train de se resserrer très, très, très sérieusement, même en termes de palmarès au sein de la division. Jacksonville est à 4-1, Indianapolis est à 3-2, Houston est à 2-2. Donc, ça devient un petit peu compliqué. Une fois de plus, une équipe qui a son destin entre les mains, il faut absolument qu'il corrige toutes ces erreurs mentales qui leur portent préjudice match après match. Moi, je pense que pour eux, la solution, c'est faire comme d'habitude. Ils vont à Londres, ils vont aller jouer à Londres. Ça me paraît être un bon spot. À mon avis, il ferait mieux d'aller jouer à Lourdes carrément, mais bon. On n'en est pas là quand même, mais Non, mais par contre, c'est bien en deçà de là où on l'attendait. pour rebondir sur ce qu'on disait, et sur ce que tu disais, effectivement, Seb, 3 défaites d'affilée. Moi, je me souviens, on avait fait ce même podcast il y a 3 semaines. On disait, c'est bon, les Jaguars, ils vont être qualifiés en playoff et ça va être facile pour eux. Et puis là, tout s'écroule. On a même fait un podcast il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines de ça, où on parlait d'eux comme potentiel first seed de l'AFC avec Seb, quand on a fait les first seed, parce qu'à ce moment-là, ils étaient au contact des Chiefs, de pas très loin de Baltimore, pas très loin de Miami, etc. Et puis depuis, c'est un peu patatras. À un moment donné, on parle beaucoup du Madden Curse, mais il va falloir parler du TFA Curse aussi. Hein. Oui, ça commence à arriver, ça. Oui, c'est comme ça. Mais bon, tu sais, Aaron Rodgers, en sait quelque chose. Quand Yaya parle de lui, ça finit généralement au bout de 3 jeux, quoi. C'est ça qui est assez terrible. Je n'ai jamais souhaité ça, mais je sais. Non, mais tu ne l'as pas souhaité. J'ai dit que tu en avais parlé. Là, évoqué. Alors, ça n'a rien, et en plus ça n'a rien à voir avec ça. C'est les Jets. Les Jets sont capables de faire ça tout seuls. On salue les Jets qui ont raté une nouvelle fois la qualification pour les playoffs cette année. C'est voilà une longue disette. Oui, mais ils l'ont bien raté. Oui, c'est vrai que c'était artistique, effectivement. Voilà. On reparlera des Jets très très prochainement. On a cette AFC donc qui est complètement folle, l'AFC Sud. Là, on en parlait. Rappelez-vous, l'an dernier, c'est déjà cette division qui avait tourné à la dernière journée, alors qu'on la croyait faite, qu'on la croyait presque à la mi-saison déjà entérinée, puisque les Titans avaient beaucoup d'avance. Et les Jaguars étaient revenus pour doubler. Si ça se trouve, on peut se retrouver cette année sur le même scénario avec des coiffés sur le couteau. Voilà, ils ont coiffé Justin Herbert. Peut-être qu'ils vont coiffer Justin Herbert cette année. Et Dieu sait s'il y a du boulot, vu la chevelure de notre ami. J'ai dit Justin Herbert, de Trevor Lawrence, pardon. Oui. Le pauvre Justin, on le salue, lui qui est à l'infirmerie, avec tous ces Chargers et tous les supporters des Chargers qui l'ont rejoint en dépression.
être à l'infirmerie avec les médecins des Chargers, je sais pas si j'aurais confiance. C'est encore pire que le chart, que la voiturette médicale pour Trevor Lawrence. Quoi. C'est encore pire. Bon, les amis, on va résumer les questions des auditeurs parce que vous avez été nombreux, plus d'une dizaine de personnes à nous poser des questions. Alors, Merci. on va pas pouvoir. Merci Alors, à tous. merci. Et on va répondre à tout le monde. On va répondre à tout le monde. C'est juste qu'on va synthétiser les questions en 2 gros blocs parce qu'en gros, on a des questions sur la fin de saison en AFC et des questions sur le MVP. Donc, on va commencer par l'AFC puisqu'on en parlait, avec une question déjà pour une question globale, si j'ai envie de dire. On nous demande qui sera first seed pour nous en AFC. Avec donc le calendrier, on en a parlé des Dolphins, des Ravens, qui n'est pas facile, les Chiefs. On a aussi une question, est-ce que les Chiefs peuvent finalement, même si c'est poussif, aller jusqu'à la première place en AFC? Yaya, qui tu vois en tête de l'AFC à la fin de la saison? Les Jets. Non, les Ravens. Les Ravens. Oui. Très bien, les Ravens. Mon cher Seb? J'irai vers les Ravens également, parce que c'est eux vraiment qui me semblent le plus solides actuellement. Miami a été trop fébrile lors de ces derniers matchs, et moi j'ai peur que ça leur porte préjudice, avec en plus une fin de calendrier qui est qui est infernale, avec Dallas, Baltimore et Buffalo. Non, je reste sur Baltimore. Et mon cher Vince? Ouais, Baltimore aussi. Baltimore, triplé de Baltimore. Baltimore passer. Déjà, j'en profite pour faire un coucou à Romain chez nous. Oui, il y a Romain chez nous et à John Ravens qui nous écoute assidûment toutes les semaines. Ouais. Et mon Axel qui est avec moi, Voilà. qui est avec moi sur le podcast N1. Et Théo qui était avec nous l'an dernier, qui mangeait des kiwis avec la peau. Bref, tous les fans des Ravens qu'on connaît. Non, mais donc vraiment, pour moi, les Ravens, pourquoi? Seb l'a dit, les Dolphins, à mon avis, ils ont eu quelques défaites qui vont leur coûter cette first seed. Et les Chiefs, je les trouve, malgré la victoire d'hier, très très fébriles encore. Je ne les vois pas prendre 2 matchs de plus que les Ravens en cette fin de saison. J'ai adoré Patrick Mahomes sur le drop de Kadarius Toney. Il était pas bien, le Patrick. Sur le banc, il était pas. Je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On n'a pas entendu Mahomes se plaindre de l'arbitrage cette fois-ci. Hein. C'est bizarre parce que franchement, il ne peut pas s'en plaindre toutes les semaines. Et puis il a déjà été sanctionné. sauf que là, les arbitres ont refusé une interception. Elle n'y est pas. Il n'y a pas de faute. Je comprends pas. Donc bon, voilà. Moi, encore une fois, l'arbitrage a été très très particulier mais bon, depuis le début de la saison, et j'aime pas parler de ça, mais bon, il faut le noter quand même. On a une autre question, et celle-là va être pour toi, Vince, posée sur X, notre réseau social. J'allais dire préféré, mais non, en fait, on les aime tous. Denver a-t-il grillé son dernier joker pour la course au play-off avec cette défaite contre Détroit? Alors, moi, j'avais personnellement dit que sur les 4 derniers matchs, sur les 5 derniers matchs, pardon, il fallait en prendre 4. Et que le match des Chargers plus le match à Détroit, il fallait en prendre 1 sur 2 et que les 3 derniers, il fallait les gagner. Voilà, bon, on en est là. Et maintenant, on en a 3 à gagner pour finir à 10 victoires et à voir si ça suffit ou pas. On en a parlé tout à l'heure, hein, 10 victoires, c'est pas sûr que ça passe. Mais il va falloir gagner. Si on gagne les 3 derniers, ça veut dire 2 matchs de division en plus. On est en 4-2 en div. Voilà. On sera derrière Kansas City quoi qu'il arrive, parce que je ne vois pas Denver passer devant Kansas City. Maintenant, ça va être assez compliqué, mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on a un petit salon de discussion avec tous les fans de Denver sur X justement, et on le disait. On était la risée de la NFL en début de saison, surtout après le match contre Miami. D'équipe risée, on est devenu une équipe intéressante et après même une équipe prétendante au playoff. Ça sera pour moi, quoi qu'il arrive, une saison réussie parce que le début de saison a été vraiment horrible et on a su rebondir. Par contre, c'est un peu ce que tu disais Yaya tout à l'heure avec les Bills. On part de très très loin. On est parti de beaucoup trop loin. On était à 1-5, on a cramé énormément de force pour pouvoir y arriver. Et bon, là, on commence à le payer un peu. Les autres, Denver, vous y croyez encore? Non. Je les aime pas de toute façon.
Ah si, moi j'ai rien. C'est une des franchises où j'ai ni pour ni contre, bien au contraire. Euh, ils sont partis trop loin, comme on a dit. Donc pour moi, c'est ça surtout. C'est le début de saison manqué. Après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles capitaliser. Bon, pour moi, c'est finalement une bonne première année. J'ai une Pour le question. coach. Oui, Pour le pardon. coach. Pour le coach. Une bonne Non, première mais année pour le coach de Denver, mais parce que bah, Russell Wilson, c'est ça. oui, mais pour moi, si tu veux, je pense que le projet, je parle quand je dis saison 1, c'est par rapport à un projet sur long terme. Oui, C'est notre projet. On sait que c'est cyclique, la NFL, et que tu es obligé de travailler sur plusieurs cycles. Donc, après, est-ce que ils vont gagner avec Russell Wilson? Je ne suis vraiment pas sûr. Et je pense que ce sera la fondation pour autre chose. Soit Russell Wilson arrive avant la fin de sa carrière à faire quelque chose, mais ce serait un gros revival. Soit c'est la mise en place de tout un système et après, il y aura un quarterback derrière qui prendra les rênes et qui sera beaucoup plus compatible. Et Oui, ce parce sera que pas Mason on a Rudolph qui vraiment, prendra les rênes. Non. on a vraiment vu l'émergence de pas mal de joueurs, hein, notamment Sutton, Judy, qui ont quand même bien percé. Bon, forcément, on parle des Broncos, donc je suis pas avare en parole, mais Jerry Judy, pour moi, a été une des grosses révélations en termes de receveurs dans la saison, surtout en termes de catch difficile, on va dire. Il y a des moments où on avait l'impression que Russell Wilson disait bon, on va lui envoyer la balle, de toute façon, il est capable d'attraper n'importe quoi, lui. Et il l'a prouvé, il a mis des TD vraiment sortis de nulle part, où vraiment on ne pensait pas pouvoir que les balles soient catchables. Donc il y a eu quelques révélations. Comme tu le disais, le plus important était de mettre de la dynamique, une dynamique en place, notamment offensive. L'année dernière, on se rappelle d'où étaient les Broncos l'année dernière offensivement, c'était le néant absolu. Donc bon, voilà, au moins on a eu ça. On a pris du plaisir en tant que fan des Broncos à regarder les matchs. Et j'en profite pour passer un coucou à tout le groupe sur lequel on discute régulièrement. Et à Prince qui tient le Broncos France aussi qu'on avait reçu en début de saison. Ouais, Prince. On salue Prince. Le jour où Jerry Jeudy va retrouver son acolyte Tom, je peux vous dire que Tom et Jerry ensemble, ça va faire quelque chose d'assez sympathique. Les Chiefs. S'il vous plaît qu'on arrête la saison, c'est trop pour Flav là. Je crois que Flav, il a craqué là. C'est fini. On l'a perdu. C'est fichu. Il faut tenir jusqu'en février, je vous raconte pas. Comment vont s'en sortir les Chiefs en playoff s'ils se qualifient? Est-ce qu'il y en a un de vous, on va simplifier la question, est-ce qu'il y en a un de vous qui les voit aller au Super Bowl? Non. Je ne serai pas aussi catégorique, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et ça y est, les deux, ils vont nous sortir leur réponse de politiciens. Mais Non, vous non, savez, non, la ça- vérité du terrain fait que... Non, mais je vous ai demandé oui ou non. Tu veux que je te dise quoi? Mon cœur dit non. Donc ce sera Alors, non. dis- Ah oui, il y a un peu de partialité là quand même dans cette réponse. Non, mais très franchement, le gros problème des Chiefs vient d'eux-mêmes en fait. Tant qu'ils auront des receveurs qui donneront des balles à l'adversaire, ça va être compliqué, quoi. Donc voilà. Seb? Non, Les je les vois Chiefs. pas réitérer cette saison. Non. Je les vois pas réitérer cette saison, malgré le fait qu'ils soient actuellement considérés comme troisième seed. Non, moi ça me paraît trop juste. Au moment où les playoffs vont arriver, on va être sur des matchs d'élimination sec. Quand il va falloir prendre, s'il faut prendre Miami ou s'il faut prendre Baltimore, ça va être compliqué. Ouais, moi aussi, je les sens les deux un peu au-dessus. Et on en profite maintenant pour saluer Hugo des Chiefs qui était venu avec nous. Comme ça, on aura salué tous ceux qui sont venus avec nous depuis le début de saison. On salue les mousquetaires, on salue tout le monde. Mathieu. On salue Mathieu, on salue voilà, évidemment tous ceux qui sont passés durant la saison. On fera les remerciements en fin d'année, si ça vous embête pas. On passe maintenant à la discussion sur le rookie de l'année, parce qu'on a une question sur le rookie de l'année, avec l'absence de CJ Stroud. Ces dernières semaines, on sait qu'il était immense favori pour le titre de rookie de l'année.
est-ce que ça peut rebattre un petit peu les cartes s'il rate 1-2 semaines par exemple, avec notamment une figure qui émerge, celle de Sam Laporta du côté de Détroit, qui a encore marqué, je suis désolé de te le rappeler Vince, 3 touchdowns ce samedi contre les Broncos. Est-ce que finalement le titre de rookie de l'année est si joué que ça? Est-ce que c'est déjà plié ou est-ce que ça peut encore changer? Oui, c'est déjà plié. Non, ça ne peut pas changer pour moi. CJ Stroud a beaucoup trop d'avance et une panoplie offensive qui est extraordinaire et dont on n'avait pas vu depuis très longtemps. Seb, même chose? CJ Alors, Stroud quand même? je dirais que ça dépend de son absence. Il y a quelqu'un du côté des parieurs. Il y a un nom qui est en train de monter, c'est celui de Pukanakua. Aussi. Voilà. Donc, D'ailleurs, je m'en vais de ce pas vous chercher sur les bookmakers internationaux les cotes du rookie de l'année pour vous dire où on D'ailleurs, en est. pour moi, devant Laporta, en deuxième position, je mets Nakua. Moi, mais bon. Je pense également. Ça n'enlève aucun mérite à Sam Laporta qui fait une très très belle saison. Mais Bien sûr. si on devait exclure CJ Stroud, admettons qu'on exclue CJ Stroud de la discussion parce que allez, on noircit le tableau, il reste absent jusqu'à la fin de la saison et effectivement ça peut vraiment blesser ses chances. Il y a Pukanakua, il y a Shamir Gibbs, il y a Bijan Oui. Robinson, il y a Jordan Addison dont on pourrait parler Alors également. actuellement, pour les cotes pour le rookie de l'année sont, je vous les donne, CJ Stroud à 1,01, Jahmyr Gibbs à 26, Pukanakua à 26, Bijan Robinson, Addison et Laporta à 80, Zay Flowers et Tommy DeVito à 100. Voilà. Pardon? Oui, bah, je Pardon? sais pas moi qui fais les cotes, hein, c'est les Juste- bookmakers internationaux. Pas de Devon Chain? S'il est à 100 également, j'ai pas fait Ah, toute la liste, hein, mais il est Juste à une 100 petite chose. également, avec Est-ce que- Dalton, avec Rashee Rice, pardon, Jackson Smith and Jigba, Jaden Reed, Will Levis, tout ça c'est à 100. Juste une petite question comme ça, ça veut dire que la cote est meilleure pour Tommy DeVito que Bryce Young. Bah, il doit être à 100 aussi dans la liste, hein, j'ai pas Ah. descendu toutes les listes à 100. Attends, ah bah non, il est même plus Non, mais coté. la mafia est Il dans est le même coup, pas, là, il est c'est même pas pas coté, possible. il est même pas coté. Ah. Donc, voilà. La mafia est dans le coup, là. C'est pas possible autrement. Voilà. Ouais, bon, pour vous dire que CJ Stroud est à 1,01, donc autant vous dire que bon, va falloir me jouer beaucoup d'argent si vous voulez gagner un petit peu, hein, parce que voilà, c'est normalement à peu près joué. Alors il y a une discussion qui fleurit de plus en plus, c'est celle par contre du MVP. Et là, on a eu beaucoup de questions sur le MVP, notamment une question de Thomas qui nous demande est-ce qu'au vu de sa saison, CMC pourrait être élu MVP malgré le fait qu'il ne soit pas quarterback. On a une question aussi sur X, je crois, qui nous demandait également qui on voyait pour être MVP. Brock Purdy est lui le favori. Je vais refaire le coup de mes bookmakers si vous le voulez bien. Je vais vous chercher les cotes très rapidement et je vais vous dire ça. Je sais que Brock Purdy est favori avec une cote de 1,5 depuis le match d'hier. On a ensuite dans le classement Lamar Jackson à 5,5, Dak Prescott à 6, Jalen Hurts à 11, Christian McCaffrey, égalité avec Josh Allen à 13. Est-ce que on a une chance d'avoir un CMC par exemple MVP? Est-ce que c'est souhaitable même? Seb, je m'adresse à Seb parce que c'est son équipe. Alors, tu mets plutôt Purdy ou CMC? Alors, moi, je trouverais très très cool que ce soit un skill player qui est le MVP, juste pour le changement, pour le coup de tonnerre que ça provoquerait. Je vais même te dire ce que je préférais encore plus, ce serait que ce soit un défenseur un jour qui l'obtienne, mais là on est déjà très très loin. C'est déjà compliqué de sortir de cette espèce de matrice du quarterback MVP. Donc si un skill player devait l'obtenir, moi je trouverais ça formidable. Christian McCaffrey, effectivement, il est très bien placé. On parlait de Tyreek Hill aussi à un moment, mais j'ai peur que son absence récente, ça blesse un petit peu sa cote. Pour moi, Tyreek Hill, la seule chance qu'il avait d'avoir le MVP, c'était s'il battait la barre des 2 milliards. Il peut toujours la battre, hein, mais là, ça va commencer à devenir difficile avec l'absence. Ouais, ça va commencer à devenir compliqué, c'est pour ça que j'ai peur que ça handicape sa cote sur ce titre. Après, je crains qu'on ait du mal à sortir de ce moule du QB MVP. Alors après, quel QB?
beaucoup de monde parle de Brock Purdy, j'en serais le premier avis, tu imagines bien. Mais Lamar Jackson ou même Dak Prescott, malgré la défaite de cette semaine, ils ont des arguments à faire valoir. Donc si je devais donner un top 3, et si on devait rester sur les quarterbacks, ce serait certainement cela, et pas forcément dans cet ordre, Purdy, Jackson et Prescott. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines. On a parlé de CJ Stroud il y a presque un mois, qui pourrait potentiellement être MVP en plus de rookie de l'année. On a parlé de Jalen Hurts avant les défaites des Eagles. On a parlé de Lamar Jackson. On a parlé de Dak Prescott qui était favori la semaine dernière. C'était Dak Prescott le favori pour être MVP. Cette semaine, c'est Brock Purdy. J'ai l'impression, Yaya, tu vas me dire ce que tu en penses, mais que personne domine vraiment ce potentiel vote de MVP. Est-ce que finalement, ce serait pas l'année ou jamais pour le donner à quelqu'un d'autre qu'un quarterback? Je vais reprendre la jurisprudence qu'il y a eu il y a quelques années. Quand il n'y a pas de gros noms qui se détachent, c'est quelqu'un qui l'a déjà eu. Donc pour moi, à mon avis, ça va être quelqu'un qui a déjà eu le titre de MVP et ils vont pas innover. Il faut vraiment faire une grosse performance sur toute la saison pour pouvoir faire ce qu'on disait, les Ils vont statements. mettre Aaron Rodgers? Non. Non, mais Lamar Jackson. Ouais, Lamar Jackson, non, c'est possible. Et surtout s'ils finissent first seed et meilleur bilan de la NFL. Au bout d'un moment, tu es obligé de récompenser ça. Mais de toute façon, l'incertitude pardon, je t'ai coupé, Yaya, je te redonne la parole tout de suite. L'incertitude sur le nom du MVP est aussi à mettre en miroir avec l'incertitude qui règne à la tête de la NFL. Parce qu'aujourd'hui, bien malin est celui qui pourra dire qu'il sera first seed en AFC. Bon, first seed en NFC, il y a et même pas, j'allais dire les 49ers se détachent, mais si les Eagles gagnent dans leur match de Monday Night Football, ils sont juste à côté aussi. Donc c'est pas facile, on sait pas qui sera numéro 1 de la NFL en général, et forcément ça amène de l'incertitude aussi pour le titre de MVP. Non, je suis entièrement d'accord. Et je l'ai dit il y a quelques émissions déjà. Cette année, il n'y a, et ça arrive de temps en temps, il n'y a personne qui se détache, à la fois dans les performances individuelles, mais dans les performances collectives. Donc, il y a des années, on sait qu'il y a des équipes qui surperforment. L'année dernière, Philadelphie avait commencé avec un 8 ou 9-0, et on savait que qu'ils allaient être pageoisses à jouer. Pareil pour Kansas City qui l'a été. Donc pour moi, cette année, c'est vraiment ce petit. Il n'y a pas d'équipe où on dit voilà, ça y est, le train est parti, le train est lancé. Donc il y a une certaine incertitude, et même y compris au niveau des performances individuelles, où effectivement Tyreek Hill était parti pour faire une très grosse performance, mais il s'est blessé. Derrière, pour moi, ce qui est le plus notable, et c'est un petit peu ce qui est à son débit, c'est que c'est un peu habituel, c'est Christian McCaffrey qui pour moi fait la plus belle saison entre guillemets, mais il est coutumier du fait. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que il est toujours excellent, mais comme on lui a jamais donné le titre de MVP, il va pas l'avoir parce que les autres années, il avait les mêmes stats et il n'a pas eu le titre de MVP. Donc là, quand même, il y a sa série de touchdowns qui est quand même très incroyable, qu'il a mis, donc qui a pris fin cette saison. Mais moi, je suis pas d'accord. À mon avis, Christian McCaffrey le mériterait et devrait l'avoir pour moi. Après, effectivement, Brock Purdy fait quand même une saison de fou. J'avais un petit, excuse-moi Yaya, je te le prends, le saviez-tu, sous forme de quiz, un peu. À votre avis, quand est-ce Il nous fait des pièges, on savait pas. Quand date le dernier MVP qui n'a pas été un quarterback? C'est Adrian Peterson il y a 12 ans. Ouais, il est incollable. Alors, il est fort. 2012, il est fort. 2012, Adrian Peterson. Oui. Et donc, à part des running back ou des quarterbacks, quel était le dernier MVP à ne pas avoir ni running back ni quarterback? Alors là, ça doit remonter, ça doit remonter un petit
un petit moment quand même. Hein. Attends, je C'était réfléchis. l'époque où les Giants de New York gagnaient, puisque c'est un New-Yorkais, figure-toi. Lawrence Alors, Taylor? Lawrence Taylor, et c'est le dernier MVP défensif. Et voilà, c'est vrai que c'est très très rare très, dans très l'histoire rare. des MVP. Je crois Mais voilà. de mémoire, il doit y avoir 13 ou 14 MVP non quarterback. Il faudrait. Oh, il y a eu pas mal de peut-être. running back. Mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc c'est très très rare. Après, faut savoir ce qu'on juge en fait dans le MVP. Moi, c'est ça qui pas qui m'énerve, mais il y a quand même, pour moi, le MVP, c'est quelqu'un qui fait passer son équipe à un cran d'au-dessus, à un cran où on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, si tu veux. Par exemple, un CJ Stroud mérite un titre cette année parce que les Texans, sans lui, clairement, ils en seraient pas à ce niveau-là. La question, elle est simple. Est-ce que Christian McCaffrey, s'il n'était pas là, est-ce que les 49ers seraient aussi dominants? Je suis vraiment pas certain. Ah bah, De c'est ce sûr point que de, non. de ce point de C'est vue-là, pour moi, il mérite le MVP. C'est le joueur le plus utile, si j'ose dire. C'est le most valuable player de la ligue. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, CMC, il doit être. Alors, on va me dire, est-ce que si Brock Purdy était pas là, est-ce que les 49ers seraient aussi bons? Alors, on sait pas. Je pense, On sait pas. qu'il serait moins pénalisé par l'absence de Purdy que par CMC en Et début de ben saison. moi aussi, je pense aussi. Et c'est en ce sens-là que je le donne plus à CMC qu'à Purdy. Parce que je Mais pense suis que d'accord avec toi. Purdy, tu mets on s'entend, tu mets pas n'importe qui, hein. Tu mets un quarterback compétent, un quarterback de qualité derrière la ligne qu'il a avec les receveurs qu'il a et le jeu de course de CMC, ça peut donner quelque chose. Je dis pas qu'il serait au même bilan, mais ça peut donner quelque chose. Tu enlèves CMC et tu laisses Purdy avec un running back moyen, je suis pas sûr que ça soit le même bilan. Hein. Il y a qu'à voir comment la franchise a décollé offensivement à partir du moment où il est appliqué. Et comment de l'autre Oui. côté, les Panthers se sont effondrés aussi. Et comment les Ouais, Panthers c'est se sont vrai. effondrés, et comment beaucoup d'observateurs disaient à ce moment-là que Frisco s'était fait avoir Ouais. dans ce trade. Faut pas l'oublier. Il y a énormément d'observateurs qui disaient que San On est quand même Francisco sur l'un des plus grands vols de. escroquait. Ouais, alors que là, maintenant, un an après, tu te dis, c'est quand même. Voilà, c'est l'un des styles hein, de l'histoire. C'est quand même. Là, ils sont allés chercher quelqu'un qui les a fait passer, pour moi, dans une autre dimension. Et à ce titre-là, il mérite, pour moi, d'être MVP, tout simplement. Mais après, ça dépend ce qu'on juge. Pour moi, même tu mets Daniel Jones à San Francisco, il arrive à faire des choses. Alors bon. Ouais, non, faut peut-être pas exagérer. On avait dit un quarterback compétent quand même, mais pas pousser non plus. Non, et puis bon, ils auraient plus d'argent pour payer personne après son contrat. Donc bon, c'est pas. Pour être plus sérieux, effectivement, ça risque de se jouer entre. Pour moi, j'en vois trois un peu au-dessus. C'est McCaffrey, Purdy et Lamar Jackson. Parce que tu vois, regarde par exemple, dans ce que je disais sur l'interchangeabilité, si j'ose dire, des performances. Si tu prends un match des Dolphins hier sans Tyreek Hill, derrière, tu as Jalen Waddle qui fait 142 yards, tu as des Dolphins qui passent 30 points, tu vois. L'attaque continue de fonctionner, tu as un Raheem Mostert qui marche. Même sans Tyreek Hill, ça fonctionne encore. Je suis vraiment pas sûr que sans CMC, les 49ers font la même saison. Alors, juste pour rebondir là-dessus, excuse-moi Yaya, je te coupe vite fait, je suis désolé, je serai puni et châtié. Tu as l'habitude, tu aimes les chevaux. Sors ta cravache. On en avait parlé, mais Sébastien, tu ne me contrediras pas, mais l'absence de Deebo Samuel à l'époque s'était vraiment fait sentir. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans, la théorie par l'absence, c'est Deebo Samuel qui a le plus manqué. Alors Samuel, là, pour le coup, Deebo Samuel, cette année, tu vois, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Mais non, personne mais pourtant... n'en parle, alors que Dieu sait qu'il est important chez les 49ers. Mais alors, il passe complètement sous le radar, j'ai l'impression. J'en parlais dans le chat interne tout à l'heure. C'est un peu comme chez les Bengals, Trey Hendrickson en défense. Hein. Tu regardes dans les classements de défenseurs de l'année, il est 14e côté chez les bookmakers. 14e. Le mec, il est à 15 sacs déjà. C'est un truc de dingue. Je vais juste dire quelque chose. On digresse. Oui, on digresse. Il y a un côté politique dans le. Oui, il y a un côté politique dans les votes du MVP, dans les Offensive Player of the Year. Donc, il y a les gros marchés qui influent. Il y a beaucoup de choses.
Donc, tu vois, on parlait de joueurs qu'il n'a pas eu, le titre de MVP, mais Aaron Donald, Oui. Mais il l'aurait mérité. là, j'ai l'impression qu'on va repartir aussi sur le débat de Cooper Cup qu'on a eu il y a 2 ans. Hein. Quand Cooper Cup n'a pas été élu MVP alors qu'il fait une saison record, tout le monde disait, mais bah oui, il a eu le titre de joueur offensif de l'année parce que c'est ça. considéré comme un lot de consolation pour le mec non quarterback qui aura pas le titre de MVP, quoi, tout simplement. Ah, mais complètement. Donc, alors que Cooper Cup, il y a 2 ans, le méritait aussi. Hein. Là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Hein, donc, pas de... Et là, par contre, dans toutes nos pérégrinations, on ne parle absolument pas d'un joueur ni des Cowboys, ni des Eagles, ni des Lions. Mais si, il a parlé de Dak Prescott tout à l'heure, Yaya. Ah, pardon. Non, pas moi, c'est Seb. C'est Seb qui a parlé de Dak Prescott. Voilà. Pardon, excuse-moi. Si, il a parlé de Dak Prescott. Et j'ai dit que Jalen Hurts c'était pour l'instant devant Christian McCaffrey. Par contre, pas des Lions, effectivement. Ouais, mais bon, enfin, voilà. Là, c'est vrai que. Après, Mais de voilà, toute façon, ça va rechanger. Si les Eagles finissent par prendre Oui, le bien first sûr. seed dans NFC, Bien sûr. on va remettre Jalen Hurts en tête. Hein. Mais va moi, partir je dans reste l'autre sens. intimement convaincu, effectivement, comme on l'a dit avec Yaya, l'absence de Diego Samuel a été très préjudiciable pour les Niners et on se rend compte de l'impact qu'il a. Et je vais te dire, ce débat va pas se terminer parce que si jamais les Eagles prennent la première place de la NFC, on va avoir un débat en se disant oui, mais est-ce qu'il faut le donner à Jalen Hurts ou à A.J. Brown? Et tu vas avoir le même débat qu'avec CMC et Purdy. Hein, tu vois. Ça va être parti, mais cette fois, ce sera un receveur et un quarterback. Bon, voilà, ça sera. De toute façon, hein, nous ne votons pas. Je vous le dis, chers auditeurs, nous n'avons pas le pouvoir de voter pour le MVP, sinon. Ce serait Charles, de toute façon. Ce serait Charles ou Daniel Jones pour. Et donc, ce serait DeVito. Ce serait Tommy DeVito avec sa cote à 100 qui serait donc rookie de l'année. C'est quand même assez incroyable. Ce Tommy, il n'aura jamais fini de nous surprendre. Merci de nous avoir écoutés pendant cette heure et demie de podcast. On espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve dans 2 petits jours pour un nouveau podcast où on essaiera de faire les choix importants des franchises dans les heures, dans les semaines à venir. On parlera notamment des Bears. On va peut-être parler des Jets aussi. Oh, quel programme. On parlera des Vikings. Bref, on a pas mal de choses à faire. Oui, mon Yaya. Je voulais juste dire qu'il n'y aura pas de live ces 2 prochains dimanches. Voilà. Il n'y aura pas de live ces 2 prochains dimanches et la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul podcast de débrief de la semaine. Voilà. Ouais. Ce sera en milieu de semaine, comme c'est Noël. On passe trop de temps à manger et moins à parler. Voilà, c'est comme ça. Mais on sera là quand même hein, pour les articles écrits. Vous aurez le résumé de la Red Zone, vous aurez les résumés de match, vous aurez toutes les infos NFL. La NFL ne s'arrête jamais sur TFA. Et puis vous aurez de la NBA aussi avec les Christmas Games. Vous aurez, il y aura plein de choses. Bref. On va changer un peu les podcasts aussi. On en fera 2, on en fera un seul, plutôt en forme All-Star avec les 2 équipes. Voilà, en forme All-Star, donc on est désolé de vous apprendre l'absence d'Arthur. Du coup, voilà. Sur ce, les amis, merci Seb, merci Yaya, merci Vincent pour votre présence et votre expertise. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle suite de semaine et à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao à tous. Bonne fête tout le monde. Ciao, bye.